Première partie est terminée. Merci Alain Donneau pour vos réponses. On va passer maintenant à la deuxième grande partie de l'entretien qui s'appelle Questions à l'auteur et qui donc concerne un ouvrage que l'auteur a consacré à la question du clivage gauche-droite. Donc ici, l'ouvrage que nous allons étudier et que je vais vous montrer en détail d'ici quelques instants. Donc, c'est cet ouvrage qui s'appelle Politique de l'extrême centre, qui est déjà assez daté, puisqu'en fait, il a été publié en 2016. Et entre-temps, donc, Alain Donneau a produit un autre livre sur le clivage gauche-droite en 2021, si je ne me trompe pas, Alain Donneau, oui, c'est ça, je crois que c'était 2021. Cette année, il y a quelques mois. 2022. 2022, donc, entre les vandales et les cannibales du clivage droite-gauche. Donc là, je vais me contenter de quelques questions, 10 questions comme toujours, sur cet ouvrage qui est un peu plus daté, mais qui est très intéressant dans la mesure où il introduit, avec d'autres, quelques chercheurs très rares, un concept qui n'est quasiment pas utilisé, en raison sûrement de son apparence contradictoire, qui est donc le concept d'extrême centre, qui apparaît une contradiction dans les termes, mais c'est donc dans le cadre de ces 10 questions que je voudrais savoir avec Alain Donneau de quoi il s'agit exactement. Voilà. Donc, Alain Donneau, je vais lancer les questions qui consistent donc en un ensemble de citations de votre propre ouvrage et puis ensuite donc une question par rapport à ce que vous avez dit autour de ce concept d'extrême centre. Alain Donneau, êtes-vous prêt? Oui. Alors, la question numéro 1. Alors d'abord, avant de lancer les questions, je précise que le livre est composé de 24 chapitres. Ils ne sont pas intitulés, donc ils n'ont pas de titre particulier. Ce sont ici des titres que je propose en fait pour essayer de résumer plus ou moins chacun de ces 24 chapitres. Et l'objectif sera de revenir point par point sur des citations phares ou des moments clés dans l'explication du concept d'extrême centre. Voilà. Ouais, je me permettrais de préciser peut-être que je considère davantage que ce sont des thèses que des chapitres, c'est-à-dire selon une forme classique, c'est-à-dire une proposition par paragraphe, quoi, sur un mode aphoristique. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi donc j'ai intitulé, moi j'ai proposé quelques titres, par exemple de gauche mais, ou libéral mais de gauche, de droite mais, pour voir comment exactement Alain Donneau a organisé la réflexion autour de ces deux pôles et pour réintroduire ce fameux concept d'extrême centre. Voilà. Donc on y reviendra aussi à travers la question de la médiocratie, qui était un des autres ouvrages phares d'Alain Donneau et qui est en étroite connexion pour le moins avec le concept d'extrême centre. Donc je vais lancer la première question. Donc, Alain Donneau, vous évoquez tout d'abord dans le premier paragraphe le dévoiement généralisé de la gauche politique. Je vous cite, « Ces programmes politiques dits de gauche, mais en tout point conformes aux thèses libérales, voire ultralibérales, auxquelles ils prétendent s'opposer, ont fini par corrompre jusqu'à la définition des valeurs en question. » Donc, ma question relative à cette citation, ce passage, gauche et droite correspondent-elles chacune à une valeur propre ou leur signification est-elle contextuelle selon vous? Clairement conceptuel, contextuel, dans la mesure où là, il s'est agi de penser ce qu'on entend par gauche et droite dans le débat parlementaire et plus largement social, en observant un dévoiement de ces notions, de ces étiquettes, par un mais qui devient plus important que le référent lui-même. C'est-à-dire qu'on soit quelque chose mais, à la rigueur, c'est un signe d'intelligence, pas un problème qu'on soit mais quelque chose, ou quelque chose mais. Qu'on soit de gauche, et là, quand on a parlé de la dernière fois de toutes les déclinaisons possibles, mais pour ceci, mais plutôt contre cela, mais c'est tout à fait nécessaire. Le problème, c'est quand le mais prend toute la place et qu'il permet finalement l'ouverture et l'exposition au contraire, une sorte de dévoiement et puis un renversement. La gauche, disons, institutionnelle. Bon, là, il faut se replacer un peu dans le contexte. Là, j'ai écrit ce livre au moment où ce qu'on appelait la gauche en France, c'était François Hollande, c'était Manuel Valls. Bon. Et puis, il y avait effectivement à la marge, en France, en Allemagne, en Espagne, et dans d'autres pays du monde,
oui, des gauches plus traditionnelles, plus radicales, on dira, c'est-à-dire plus près de la racine des notions, plus exigeantes, mais vues quand même à ce moment-là comme étant reléguées aux marges. Bon. Et donc, ce qui m'a intéressé dans ce petit texte dont je peux un peu expliquer l'histoire aussi, parce que il m'étonne un petit peu de voir ces petits livres devenir un peu référentiels alors que je les écrivais un peu pour les copains, pour un peu aussi retrouver dans un souci de discussion, quoi. C'est qu'en fait, j'ai fait un livre, La médiocratie, qui était plutôt une sorte de moment conceptuel d'exaspération par rapport à une situation de blocage qui était pitoyable, hein, à savoir qu'une norme, une norme factice est érigée en référence par un régime dominant ayant le capital comme visée. C'est tellement imposé que toute velléité, tout désir, toute propension à faire autre chose, à faire quoi que ce soit qui s'écarte de cette normalité artificiellement instituée devenait inenvisageable par des institutions de pouvoir, mais même par le commun sur un plan culturel, quoi. Il devenait, non. Bon, je vais pas reprendre tout le propos de la médiocratie, mais ça donne que le livre a eu un succès de librairie qui m'a beaucoup surpris, dans un sens où il révélait un malaise social, bien au-delà du livre lui-même, un petit peu comme je l'ai souvent comparé au livre de Marie-France Irigoyen en 2000 sur le harcèlement moral, où tout d'un coup on avait un livre qui, par son succès de librairie, révèle un malaise social, quoi. Bon. Et puis il a été traduit, puis il a suscité notamment dans le monde arabe, puis on est dans le monde hispanique, énormément de débats, en Italie aussi, bon, un peu moins en Allemagne, où il me semble qu'il aurait eu plus de place. Mais bon, enfin bref, et ni au Canada anglais. Mais bon, il y a quand même eu tout un suivi. Et on m'a demandé de faire, à l'occasion d'une édition en poche, une nouvelle introduction. Et c'est là que j'ai fait Politique d'extrême centre. Bon. Et Politique d'extrême centre est devenu un texte qui était seulement disponible en France parce que le livre de poche était seulement disponible en France. Donc pour le public québécois, j'ai bien voulu que la préface, enfin l'introduction fasse l'objet d'un petit livre, mais pour qu'il soit pas trop petit, je l'ai un petit peu bonifié. Donc du coup, il y a un petit peu, c'est des enjeux comme ça de distribution et d'édition qui font que ce petit livre existe aujourd'hui sous la forme d'un opuscule. Bon, et donc l'idée, c'était un petit peu de mettre en perspective la médiocratie dans une optique politique, parce que je trouvais dommage que la réception de la médiocratie ait été de l'ordre d'une récupération. C'est-à-dire que le médiocre, c'était toujours quelqu'un d'autre. Le médiocre, c'était aussi beaucoup le politique, hein. Les politiques sont médiocres. Voilà, c'est pas nous, c'est eux. Ils nous rendent médiocres à la rigueur, mais c'est eux. Et j'aurais voulu, moi, que la médiocratie soit plutôt un miroir. C'est-à-dire qu'on se voit comme étant pris dans un système. Parfois en étant complaisant, parfois en étant résistant, mais néanmoins pris, traversé par lui. Et qu'au fond, on nous rend médiocres, quoi. Et ne pas vouloir l'admettre, c'était, au fond, révéler encore plus, je dirais, la justesse de la thèse, quoi. C'est-à-dire ne pas vouloir admettre qu'on nous rend médiocres, c'était rester médiocre, quoi. C'est-à-dire ne pas être capable d'assumer une sorte une façon qu'a le pouvoir de nous formater, puis de nous façonner. Bon, néanmoins, j'ai senti que dans cette introduction-là, il était bienvenu de placer le politique quelque part, hein, pour laisser la médiocratie agir là où elle doit le faire, c'est-à-dire sur un mode plus sociologique, quoique strictement politique au sens des institutions. Bon. Et donc là, l'extrême centre est devenu la notion que j'ai mise en avant pour désigner le pendant politique de la médiocratie, qui est une dimension, qui est une réalité sociale beaucoup plus large que strictement l'enjeu politique. Bon. Et quand est venu, tout de suite, le temps de penser à la politique sur cet axe qui prévaut dans les institutions et dans le discours, il me semblait clair qu'on était toujours de gauche, et que ce mais-là, comme je le disais d'entrée de jeu, là, nous expose ceux qui sont de gauche mais à tous les compromis, toutes les compromissions, tous les travestissements. Bon. Et bien sûr qu'on n'est pas nécessairement bolchevique quand on est de gauche.
on n'est peut-être pas nécessairement non plus marxiste au sens des conclusions des thèses de Marx qui en appellent à une révolution peut-être violente, hein, donc, en tout cas, c'est jamais tout à fait spécifié, mais en tous les cas radicale. Bon, peut-être que, bon, ça s'entend. On peut entendre qu'on... Bon, peut-être qu'on n'est pas toujours pour les nationalisations, peut-être qu'on n'est pas nécessairement pour l'imposition massive du capital, parce que ça pourrait faire fuir les capitaux puis nuire au travail, mais peut-être qu'on n'est pas pour l'immigration non plus, parce que c'est peut-être une façon de diluer, au fond, dans le marché du travail. Bon, et là, c'est pas moi qui parle, hein, je cite des discours qu'on entend, on le comprend. Bon, ben à un moment donné, à force d'être dans le mais, ben il reste que Chris Hedges dénonce dans sa critique de l'élite progressiste, quoi, c'est-à-dire plus rien. Et la gauche désapprend à parler. La gauche institutionnelle n'a plus de discours parce qu'elle est simplement pas ce qu'était la gauche quand elle était exigeante, quand elle était courageuse aussi, puis quand elle était pleine d'espoir, quand elle était moderne, au fond, quand elle avait comme ça des visions, quoi, et puis des aspirations grandes. Elle se présente comme n'étant tout simplement pas ça. Je veux dire, écoutez, Manuel Valls, il va toujours vous dire pourquoi il n'est pas finalement de cette gauche-là, qui est l'autre gauche, hein, et puis finalement, son appellation devenait strictement nominale, comme le relevait à l'époque déjà Gérard Filoche, qui était bon, un des derniers mohicans, quoi, du Parti socialiste, mais qui finissait par critiquer le gouvernement issu de son parti, face à des représentants du patronat qui défendaient les politiques gouvernementales. Enfin, c'était à ne plus rien y comprendre, quoi. Bon, donc c'est ce que je voulais montrer. Puis les choses, peut-être finir par un exemple, les choses se révèlent très, très clairement quand vous lisez, par exemple, la nièce de Donald Trump, Mary Trump, qui est une psychiatre, qui a dénoncé son oncle là, comme d'une manière plus crédible encore que n'importe qui peut le faire, parce qu'elle en fait un portrait psychologique d'après une expérience qu'elle a vécue comme nièce, et elle montre comment cette dérive psychologique qui est celle de son oncle, cette pathologie grave, finit par déteindre sur tout un pays. Ça, c'est assez inquiétant comme axe, parce que c'est un des plus pertinents pour penser la figure, bon, même si ce n'est pas le seul. Elle finit par laisser entendre qu'elle est de gauche. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire être de gauche, hein? Pour elle, c'est en gros défendre les minorités sexuelles et s'opposer au racisme. Bon, mais sans pour autant remettre en cause l'ordre établi, parce qu'elle va nous laisser entendre continuellement entre les lignes que, bon, avant Donald Trump, on était en démocratie, avant Donald Trump, on était dans un état de droit, que Donald Trump, il incarne un principe qui serait le too much but never enough, ou too much and never enough, hein, de trop mais jamais assez, alors que c'est le slogan même du capitalisme, quoi. C'est pas propre à Trump, ça. Elle dénonce Trump parce qu'il a fait des morts, son oncle, dans sa gestion du COVID notamment, ou dans sa gestion inhumaine et brutale, hein, de la frontière entre la Californie et le Mexique. Mais dire, on n'a pas attendu Trump pour que le capitalisme fasse des morts. Quid de tous ces gens qui dorment sur des boîtes des boîtes de carton défaites dans les rues de New York, ou dire que l'accès aux soins de santé, dire, et puis elle présente Hillary Clinton comme une grande figure progressiste. Donc on voit très bien que être de gauche, c'est finalement devenu fort peu de choses, quoi. Quand on pense qu'à une certaine époque, on présentait Charles de Gaulle comme un acteur politique de droite, alors qu'il nationalisait l'industrie lourde et les banques, on peut bien être mêlé. La question numéro 2. Vous dépeignez au chapitre 2 le libéral de gauche états-unien comme un partisan de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Alors je vous cite. Seuls comptent les interactions entre individus typés. On se souciera alors des institutions politiques et sociales pour qu'elles intègrent les individus selon les critères intersectionnels d'âge, de couleur, de nationalité, de sexe ou d'orientation sexuelle, et l'appartenance à l'une de ces catégories sociales se substituera éventuellement aux anciens principes de légitimité. La question, pensez-vous que la promotion des minorités sociales par ce qu'on appelle la gauche intersectionnelle ou wokiste, dont on parle de plus en plus en France, pensez-vous que cette promotion est en contradiction ou en symbiose
avec la lutte pour la valeur centrale de la gauche historique, à savoir l'égalité des droits. Ni l'un ni l'autre, mais certainement pas en contradiction. Et ça, je tiens à être clair là-dessus. Et au fond, cette deuxième thèse ouvre sur mon dernier livre, La meurt de la gauche cannibale à la droite vandale, où il s'agit de dire, il s'agit de circonscrire, au fond, le défi qui est celui de la gauche aujourd'hui, c'est-à-dire de faire en sorte que les ramifications sociétales, hein, qui reposent sur des considérations historiques, sociologiques, anthropologiques, psychologiques, esthétiques même, que les considérations sociétales sur un mode intersectionnel, c'est-à-dire ramifiées, n'empêchent pas les causes communes. Et en même temps, parce que en même temps, là aussi, n'est pas quelque chose qu'on devrait laisser breveter, en même temps que les causes communes n'empêchent pas la prise en considération de ramifications sociétales. Et la bêtise se situe dans l'idée qu'il y aurait dichotomie. De part et d'autre. Si on ne voit plus que l'universel, la nation, le peuple, le démos, dire l'homme, comme sujet de l'histoire, et qu'on suppose que tout discours universaliste englobe tout le monde, de fait, on se fourvoie parce que nécessairement, il y a eu, depuis le siècle des Lumières, beaucoup de gens laissés de côté, même si discursivement, théoriquement, ils étaient inclus, quoi. Donc, il faut voir sociologiquement quels sont les dispositifs qui font, parce que là aussi on peut citer Foucault sans être Foucault-l'âtre, mais sans non plus le vous hégémonie, quels sont les dispositifs qui ont fait que des gens étaient, d'un point de vue systémique, laissés de côté, quoi. Ils ne pouvaient pas prétendre au droit qui était universel en principe. Donc on peut admettre et reconnaître et penser cet enjeu social-là. Mais par ailleurs, il serait fou de ne plus voir l'histoire, la sienne, celle des autres, que par le prisme du racisme, du sexisme, de l'impérialisme ou je ne sais quoi, en établissant, à partir de critères qui sont ceux de l'extrême droite, en fait. Que si on est blanc, qu'on est de telle catégorie sociale, nécessairement on pense comme ceci, comme cela, et qu'on a telle culpabilité historique et qu'on est incapable d'en sortir parce qu'on est inconscient des torts qui nous concernent, dans une sorte de psychanalyse d'un type politique nouveau, là, et qui nous enfermerait donc dans une sorte de prison du discours dont l'autre aurait les clés, quoi. C'est-à-dire celui qui critique et qui est la victime de l'histoire. Donc tout ça est malheureux. Et j'ai essayé dans Meurt, plus que dans la politique d'extrême centre, qui était plutôt une introduction à la médiocratie, puis une façon simplement de départager ce qui est politique, ce qui est plus strictement sociologique, là, ce qu'il en est de l'enjeu de l'époque. Un ami que j'ai rencontré en travaillant sur ces questions est Aristote, parce que son éthique nous rappelle, au fond, un concept qui vient s'opposer à celui de médiocratie. Parce que souvent, l'opposition, elle peut être infime, elle n'a pas à être spectaculaire. Ce n'est pas en imitant le contraire qu'on s'oppose. Mais c'est la médiété. C'est le contraire de la médiocratie, c'est la médiété. Qu'est-ce que c'est la médiété? C'est pas le jugement nuancé, comme en parlaient les bourgeois, qui sont plutôt des tenants de l'extrême centre. C'est ce que Spinoza appellerait la pensée adéquate. C'est une pensée qui est sensible aux causes, et qui comprend, au fond, les modalités de fonctionnement de situations occurrentes. Donc, la médiété, qu'est-ce que c'est? C'est une façon ajustée de penser le réel entre deux formes d'excès qui sont entre deux vices, en fait, qui sont le vice par défaut ou par excès. Et moi, j'estime que quelqu'un comme Marx, par exemple, faisait preuve de médiété, parce qu'il avait un rapport au capitaliste qui n'était pas un rapport agonistique, au sens où il aurait fallu les pendre. Il disait lui-même, le capitaliste, c'est un innocent dans l'histoire, mais c'est assez péjoratif, mais quand même, c'est un innocent qui est mu par des lois de l'histoire, qui le dépasse complètement. Et il est très, très désobligeant envers les capitalistes, mais en voyant toute leur médiocrité, en parlant de leur personne, quoi. C'était assez ajusté, quoi. Là, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, si le courage, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude appropriée par rapport à certaines fins.
Bon, la version excessive du courage, la témérité, c'est quand on fait quelque chose simplement pour épater la galerie en mettant sa vie en danger alors qu'il n'y a aucun sens à le faire, quoi. Bon, ça c'est la témérité. La lâcheté, qu'est-ce que c'est? Bon, ça c'est le défaut de courage, quoi. La lâcheté, c'est que vous avez un enfant qui risque de se noyer puis vous ne voulez pas abîmer vos souliers, vos chaussures, alors vous le laissez dans sa situation. Voilà, ça c'est la lâcheté. Bon, mais c'est la même chose pour les idées. Si pour vous, il n'y a jamais de racisme, il n'y en a pas. Bon, le racisme, c'est juste la lubie des gens qui pensent qu'il ne faut pas utiliser le mot nègre quand on est blanc parce que voilà, ce mot-là a trop été mobilisé comme insulte dans l'histoire. Puis en aucune circonstance, un blanc ne saurait se compromettre en utilisant ce mot-là. C'est excessif. On ne voit tout que par ce prisme-là et on devient idiot. Bon, idiot au sens strict, on ne voit plus que par une façon, quoi, bon, d'appréhender le réel. Ça, ce que je veux dire, ce serait l'excès, ce serait de dire qu'il n'y en a nulle part. Puis le défaut, ce serait. Bon, ça dépend comment on le caractérise. Excusez-moi, je m'empêtre un peu dans les notions d'excès et de défaut, parce que de toute façon, il y a l'un et l'autre. Mais disons que ce serait excessif de penser qu'il n'y a jamais de racisme et de penser que c'est toujours la lubie des autres. Et d'autre part, il y a quelque chose de défaillant à ne plus voir que par ce prisme-là, quoi. Bon, à ne plus. Bon, et donc les excessifs et les défaillants, au fond, se tiennent par la barbichette parce qu'ils sont pris finalement dans les deux pôles d'attitude vicieuse par rapport à une attitude vertueuse qui, elle, consisterait à se demander dans quelle mesure il y a racisme, quoi. Mais bon, pour revenir à votre question, la gauche libérale aux États-Unis, c'est assez étonnant quand on voit comment le spectre gauche-droite bouge lui-même de la gauche à la droite. Il faudrait toujours deux spectres, quoi. C'est-à-dire le spectre gauche-droite d'un débat et l'endroit où ce spectre gauche-droite dans un débat se situe par rapport à un spectre plus conceptuel, quoi, et plus universel peut-être, quoi. Bon, aux États-Unis, le spectre gauche-droite est tellement à droite que lorsqu'on est libéral, c'est-à-dire de droite en France, on devient de gauche aux États-Unis, c'est vous dire. Bon, et qu'est-ce que c'est être libéral? Au fond, c'est vouloir qu'une société qui est engagée dans l'armement produit du matériel de combat, des armes, des véhicules militaires, fasse subir à ses cadres des stages d'inclusion dans lesquels on présente l'homme blanc comme étant congénitalement violent et suprémaciste et quoi encore, pour s'assurer que la vente d'armes ne soit plus faite par des symboles qui s'approcheraient de Sylvester Stallone, mais que ce puisse être aussi le fait d'une femme noire de 25 ans, lesbienne. Bon, mais que ce soit elle aussi qui puisse vendre des armes. Bon, et je parodie même pas, c'est la réalité. Dans Meurs, je cite des exemples de sociétés d'armement, et pas les moindres, qui procèdent ainsi. Hein? Donc, vous aurez une façon que le capitalisme, au fond, d'intégrer ces vérités-là, ce qui repose sur l'égalité des chances. Hein? C'est l'égalité des chances, c'est de faire en sorte qu'effectivement, ce ne soit pas seulement des hommes blancs qui soient aptes à mener des carrières dans un monde qui, par ailleurs, est présenté comme immuable, référentiel, absolu, au-delà duquel rien n'est pensable si ce n'est que sous une forme péjorative. Et donc, ça a été ça beaucoup la gauche, et ça l'est encore quant à l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, quoi. D'être de gauche, qu'est-ce que c'est pouvoir espérer pouvoir être la personne parmi un lot de déshérités, puis de marginaux, hein, et de figures vaines qui a la chance de faire carrière dans telle ou telle entreprise, en autant qu'on ne touche pas au capitalisme, quoi. Très bien. Troisième question. Cette nouvelle gauche, donc celle que l'on vient de dépeindre dans les grands traits, répond à une forme singulière d'émancipation que vous nommez clairement l'individualisme. Vous écrivez au paragraphe 2, page 26 de l'ouvrage, « Ce dernier apparaît sous le jour de l'éthique personnelle. Dégageant son moi de toutes les médiations sociales qui l'étouffent, l'individu souhaite apparaître sous ce jour comme une victoire sur l'histoire. Et ce, bien que l'individualisme ne soit en rien l'œuvre d'individus, mais une construction idéologique rendue possible par un mimétisme de pauvres. Cette conception de soi, qui n'émane pas de soi et ne va pas de soi, tend à produire un sujet
s'efforçant forcément à se sauver lui-même en cultivant le narcissisme de la petite différence. Fin de citation. La question, cette forme alors, libérale libertaire de la nouvelle gauche ne constitue-t-elle pas une négation inconsciente de la politique, qui est censée être une création du lien social, et une certaine perversion de ce qu'on appelle à l'origine le libéralisme, selon vous? Il y va certes d'un phénomène d'aliénation. Et l'aliénation, en ce qui concerne l'individualisme, s'observe dès lors que on perd de vue son caractère construit et non évident. Bon, si on perd de vue que l'individualisme est une créature occidentale relevant de la modernité qui a été instrumentalisée par des pouvoirs financiers, industriels, politiques, de façon à affaiblir les gens, les isoler en eux-mêmes, les atomiser. Et qu'au contraire, on tente à en voir une force, on s'aliène, on devient très, très vulnérable. Et au fond, c'est le tour de passe-passe du pouvoir, là, appelons-le comme ça par commodité, c'est d'avoir privé de plus en plus les sujets des assises collectives qui les rendaient forts, même si les assises collectives, on le sait, peuvent être source de névrose, de limitation, de contraintes, bon, de frustration. Je ne dis pas que c'est simple, hein, bon, mais néanmoins, en privant les sujets des assises collectives qui étaient les leurs, mais en les privant, je dirais, de la conscience des assises collectives, parce qu'on reste toujours des sujets collectifs dans l'affaire. Il s'agit d'enjeux de représentation. Mais en privant les sujets d'une conscience de leurs assises collectives, pour leur substituer une imagerie du sujet libéré, dégagé, méritant, libre, bon, et en faisant passer ces attributs pour des éléments de force, alors qu'on a affaibli la personne en l'atomisant, eh bien, on la place aux abois. Aux abois, pourquoi? Pour des partenariats. Et là, je peux seulement vous débiter la théorie de la gouvernance. Je ne dis rien de moi-même. La théorie de la gouvernance, c'est que le sujet, ben, il doit, excusez-moi, c'est barbare, hein, je suis obligé de citer, s'empouvoirer. Hein, l'empowerment. Il sent pouvoir. Pourquoi il sent pouvoir? C'est parce qu'il a été totalement affaibli. Il a été totalement affaibli, il est plus que lui-même. Qu'est-ce qu'on est tout seul? Bon, allez-y tout seul dans la nature, quoi. Bon, donc, on lui fait miroiter l'idée qu'en étant tout seul, ben, il n'a plus à s'occuper de ses voisins, il n'a plus à s'occuper de sa famille, il n'a plus à s'occuper de contraintes sociales, d'attentes, de mœurs, de pratiques un petit peu comme ça traditionnelles. Il n'est plus rien. Il n'a plus non plus à subir les pressions de la famille quant à son mariage. Il n'a plus. Bon, d'accord, il y a sûrement là des sujets qui méritaient des mobilisations politiques dans l'histoire, mais bon, en liquidant tous ces problèmes-là, plutôt qu'en les réglant, en les liquidant, ou en faisant comme si on les liquidait, et bon, on laisse l'individu à lui-même, et à lui-même, il doit là s'empouvoirer, l'empowerment. Et qu'est-ce que ça veut dire s'empouvoirer quand on lit les textes, mais aussi quand on regarde par la fenêtre, quand on regarde la façon qu'a la société de s'organiser, avec des occurrences qu'on est tous à même d'étudier. Eh ben, c'est créer des partenariats avec plus fort que soi. Bon, ben moi, effectivement, je me sens de tel groupe, sur le plan de mon orientation sexuelle, sur le plan de mes croyances, sur le plan de mes goûts, même vestimentaires, musicaux, peu importe, sur le plan de mes pratiques, là, bon, mon alimentation, ainsi de suite. Donc là, on est dans le régime de la petite différence, quoi, bon, qui a certes jusqu'à un certain point sa pertinence pour les sujets. Le problème, c'est de s'y enfermer. Et à partir de là, ben, je vois comment, avec le groupe affinitaire que j'arrive à joindre, comment on peut compter dans un échiquier plus vaste en faisant valoir bon, ces
le droit à la petite différence, ben, dans l'entreprise, on travaillera avec l'investisseur dont on sera le petit partenaire, avec la municipalité, ou dans rien du tout si on décide de prendre sur soi le fait de s'être retiré du social et de créer un nouveau contrat social en passant à travers tous les moments initiatiques là, que promet le contrat social. Bon. Mais on perd de vue en tous les cas deux choses. C'est d'une part que cette individualisation-là affaiblit le corps social par rapport à des grands pouvoirs. C'est que le prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, rendez-vous compte que vous êtes la force fondamentale dont le régime dépend. Bon, c'est par vous que le régime s'érige. Donc, du moment que vous perdez de vue complètement les possibilités d'alliance, les causes communes, le bien commun, et que vous cherchez simplement à grappiller des petits intérêts dans des logiques partenariales avec des plus puissants que vous, et ça, c'est dans la théorie de la gouvernance, c'est affirmé comme tel sans détour. Hein. C'est la première fois dans l'histoire de la modernité, depuis la modernité, qu'une théorie politique, je dirais, instituée, de but en blanc, là, avance que nous sommes inégaux et il en va ainsi si on est adulte. Là. Si on est adulte, on admet qu'on est inégal, puis on accepte d'agir à l'aune du pouvoir qui est le sien. Donc, effectivement, on se rend compte dans l'optique de la gouvernance pour savoir si on va forer, pour creuser je ne sais pas moi, pour exploiter du gaz naturel sur un mode non conventionnel. Et évidemment, c'est pas Greenpeace qui va forer, c'est l'industrie lourde. C'est pas Greenpeace qui va financer. Bon. Donc, on va laisser Greenpeace avoir 2-3 revendications si elle veut participer, ce qu'elle fait pas normalement. Là. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que les jeunes, les chômeurs, la municipalité, les femmes, je ne sais quel groupe pourra penser, puis on va essayer de grappiller comme ça, de distribuer du pouvoir sur un mode anecdotique, de façon à ce que tout le monde fasse consensus, c'est un terme clé de la gouvernance, pour que le projet de forage ait lieu, mais en respectant le caractère inégal des relations. Bon. Et donc, on est entré dans une ère de la sorte, puis donc dans cette perspective de la gouvernance qui est le contraire de la démocratie, et qui est la théorie, évidemment, de la gestion par le capital du réel social. La gauche se résume à la défense d'intérêts qui ne sont pas, de prime abord, compris dans le schème capitaliste, mais qui sont tout à fait compatibles. D'accord. Question numéro 4. Le spectre politique, alors là, une question plus basée sur le clivage gauche-droite aux États-Unis. Le spectre politique états-unien se décompose, selon vous, comme une graduation de 6 types de libéralisme qui va de la gauche vers la droite. Alors, je les cite: libertaire, liberal, le terme anglais, libéral à l'européenne, néolibéral, ultralibéral et libertarien. Je cite ici le paragraphe 3, page 28. Selon le néolibéralisme et l'ultralibéralisme, qui promeuvent un renforcement de l'État au service du marché, vous dites, je vous cite, que la liberté concourt inévitablement au développement de formes de domination systémique des uns sur les autres, qu'on associera à un fait de nécessité. Donc la question, quelle relation y a-t-il entre ces deux formes de libéralisme que Marcel Gauchet avait qualifié quant à lui de libéralisme oligarchique dans son livre La droite et la gauche, Histoire et destin, et la relation entre ces deux formes est ce qu'on appelle aussi l'ordolibéralisme. Oui, je n'essaie pas, je vais devoir répéter les choses que nous nous sommes déjà dites. Je n'essaie pas ici de confondre ces perspectives promettant la liberté. Bien entendu que lorsqu'on est libertaire, on n'est pas libéral ou liberal ou ultralibéral. Dans un premier cas, la liberté consiste en un parti pris, souvent assez individuel, mais néanmoins collectiviste sur un rayon, je dirais, sensible. Ce qu'on peut comprendre, tout à fait, je le dis sans réserve.
et où il s'agit effectivement de penser, au fond, la démocratie sur un mode appliqué, sur un mode vérifiable, sur un mode effectif. Bon, ça, je pense maintenant, par exemple aux libertaires. Les ultralibéraux, eux, estiment que, bon, plus on va à droite, quoi, finalement, plus on assume que l'exercice de la liberté suppose, au final, l'existence de rapports inégaux. Bon. Et donc, plus vous êtes à gauche dans un appel pour la liberté, un appel d'air, bon, plus vous misez sur l'idée qu'en étant libre, en revenant à une sorte de droit naturel, on trouvera les conditions de possibilité pour des formes ad hoc d'organisation, plus ou moins pérennes, plus ou moins structurées, plus ou moins autorisées, plus ou moins rigoureuses, qui garantiront voix au chapitre et droit de cité pour toutes et tous. Bon, c'est la tendance, quoi. Et à droite, si on est libertarien, c'est tout à fait clair, on est dans une sorte de position philosophique assumée quant au fait que la vie est dure, il y a des inégaux, les plus forts l'emportent, c'est le darwinisme social. Et puis bon, assumer au fond la vitalité universelle, assumer au fond le réel de notre condition, c'est assumer des rapports de force inégaux dans lesquels les plus puissants l'emportent. Et ça peut aussi concerner les nations, si on reconnaît encore des peuples homogènes sous cette appellation. Bon, et puis les ultralibéraux là-dedans vont présenter les choses dans cette optique droitière, mais par rapport beaucoup aux structures industrielles et financières. Bon, c'est-à-dire que le libéralisme sera au fond un terrain de jeu, un peu comme dans le sport, là, inégal comme dans le sport, parce qu'on sait que dans le sport professionnel, l'enjeu des salaires, par exemple, rend le jeu inégal, même si les règlements sont les mêmes lorsque le match commence, quoi. Dans un rapport comme ça, inégal à un jeu dont les règles sont établies à un certain moment, que le plus puissant l'emporte, quoi. Bon, et donc la tendance est là. Il y va de parti pris philosophique, c'est-à-dire que si on est libertaire, on a comme postulat que déjà que la liberté est désirée, ou qu'elle est désirable, ce qui est loin d'être clair sur un plan psychanalytique ou psychique, mais qu'on la veut de manière générale, et que si on l'obtient, on saura l'exercer de manière éclairée pour le bénéfice de tous, sans être soumis à un pouvoir qui, lui, contraint, oblige, impose, dans une logique de coercition intéressée. À droite, on assume que ce sera une guerre ouverte. Moi, ce qui m'a surtout gêné dans ce rapport à la liberté, c'est son absence de dialectique, quels que soient les axes. Il m'a semblé triste ou pitoyable qu'on n'inscrive pas, même dans les appellations, qu'on ne donne pas à entendre dans les appellations conceptuelles, l'idée d'une dialectique entre liberté et contrainte. Il ne peut pas y avoir de liberté si ce n'est que d'une façon fantasmée ou délirante ou fanatique. Et ça vaut pour toutes les positions dans le spectre. Si on n'intègre pas illico la question des contraintes, c'est-à-dire comment on pense la contrainte pour qu'il y ait des poches de liberté. Comment il faut. Donc, je pense que nous avons parlé des autres dimensions de ce problème lors de notre échange précédent. Oui, ça a été développé par vous sur une question générale qui renvoie exactement à cette distinction des 6 grades de libéralisme. Oui, c'est vrai, on peut passer donc. La question numéro 5. Vous critiquez les critiques de l'État prononcées par la pensée négative de l'extrême gauche, qui s'oppose à tout, donc en particulier libertaire et anarchiste. Contre le mot d'ordre « fuck tout », pour vous citer, vous rappelez donc au paragraphe 4 la chose suivante. La propension à s'opposer aux institutions de pouvoir contemporaines ne saurait passer pour une victoire sur l'impérieuse de l'institution du lien social
là comme ailleurs, éternellement de retour. Et là, vous faisiez aussi référence à une politologue aussi qui avait insisté sur la nécessité de l'État pour la cause en fait de la population. La question correspondante, cette posture négative de la gauche donc, qui s'oppose, s'explique-t-elle selon vous par une confusion au sein de la demande sociale, c'est-à-dire les revendications, ou par une pénurie au sein de l'offre politique, des partis politiques et des idéologies en place? Ouais, c'est une impérieuse question hein, de l'institutionnalisation. Ce que j'ai voulu marquer ici, je ne sais pas si je vais me reconnaître dans la dichotomie, là, mais en partant de Saskia Sassen sur sa critique de l'État, c'est ce que j'ai voulu ici marquer, c'est ou en fond réfuter, ou ce dont je me suis méfié, c'est sur l'illusion que des lecteurs un peu précipités, empressés et fétichistes de Michel Foucault vont promouvoir. C'est l'idée que toute forme d'institutionnalisation est une sorte de pouvoir extérieur à soi, manichéen, ou en tous les cas efficace, qui nous broie, qui nous réduit, qui nous enferme, qui nous formate, qui nous moule, qui nous... Bon, je veux dire, je suis capable d'aller jusqu'à dans un certain point dans cette lecture, quoi. Mais le problème, c'est qu'on en soit à penser, comme un titre de réaction, quoi, que ben, ce pouvoir-là est partout, que toute forme d'institutionnalisation s'y réduise, et que par conséquent, l'attitude à adopter, c'est de se soustraire. Bon, se soustraire continuellement, se soustraire à toute forme d'opérationnalité un petit peu structurée dès lors qu'elle devient un peu réglementée, un peu rigide, un peu disciplinaire, un tout petit peu là, il faut se soustraire. Et que dans la soustraction, il y a le salut. Et qu'on va trouver le salut finalement en se disant, un peu comme on gagne son ciel hein, dans d'autres régimes, hein, on ne me l'a pas fait. Quoi, hein. Moi, je m'en suis sorti et moi, quand je me regarde dans la glace, je me dis qu'au moins moi, ben voilà, j'ai pas été encodé par ce régime-là et je suis au fond frais hein, dans mes puissances et finalement je cultive mes puissances plus que toute autre chose parce que dans cette culture de la puissance, il y a beaucoup d'impuissance. Mais voilà, je me soustrais de façon à rester tout puissant et impuissant dans cette toute puissance qui n'est qu'un potentiel bon jamais exercé. Parce que dès lors qu'on l'exerce, il faudra à un moment donné trouver des formes, quoi. Et ce que j'ai voulu, au fond, simplement signaler, c'est que lorsqu'on se soustrait pour créer une communauté comme ça, à la marge, sur un mode autonome, et je l'encourage, c'est ma position, c'est simplement qu'il faut assumer la suite. Si on fait ça, ben à ce moment-là, il faut simplement assumer qu'on est encore, étant donné notre condition, soumis à un impératif qui est celui de l'institutionnalisation. Et dès lors qu'on est 25, 30, 50, 200, 8000 à se dire, nous, on n'en veut plus de ça, hein, on ne joue pas ce jeu-là, hein, et le capitalisme, pour toutes sortes de raisons qu'on peut décliner, hein, est destructeur, inégal, inique, voilà, infantilisant et tout le reste. Nous, on n'en veut pas. On se soustrait, ben, ça ne fait que commencer. On n'a rien réglé, là. On n'a rien réglé en essayant de se soustraire. C'est déjà extrêmement exigeant de soustraire un réseau comme ça qui nous traverse et puis qui nous a complètement formés. Ben à ce moment-là, bon, on réinvente tout. On réinvente un contrat social, on réinvente du droit, on réinvente un statut, hein, on réinvente un dedans, un dehors. C'est pas vrai qu'on est dans une logique de l'hospitalité absolue, surtout que dans ces milieux-là, on tend plutôt à excommunier de manière assez expéditive. Qu'est-ce qu'on fait avec le conflit, le charisme? Qu'est-ce qu'on fait avec la timidité? Qu'est-ce qu'on fait avec le droit de parole? Qu'est-ce qu'on fait avec le partage des intelligences? Qu'est-ce qu'on fait avec les compétences? C'est-à-dire, tout commence. Bon, et ce qui commence, quoi, c'est l'élaboration de contraintes. Bon, c'est sûr que si c'est les mêmes qui lavent la vaisselle et que les autres qui mangent, ben, on va à un moment donné trouver que c'est inégal aussi. Bon, dire à un moment donné, on va instaurer de la contrainte. Bon, et ne pas le voir et penser qu'en se soustrayant, on a acquis quelque chose, qu'en arrêtant de voter, on a acquis quelque chose, qu'en arrêtant de faire ceci ou cela, on a acquis quelque chose positivement, c'est se leurrer. Je sais que tous les anarchistes ne se leurrent pas. Je ne suis pas en train de penser qu'on est dans une sorte de délire collectif de ce point de vue-là, mais certaines et certains le font. Bon, et c'est pas...
en citant Foucault 25 fois par jour, puis en voyant du pouvoir partout, puis en voyant que la nature est un pouvoir elle aussi, et qu'il faut se soustraire et trouver comme ça des espèces de marges qui résonneraient comme des sortes d'horizons, de promesses comme ça, d'un salut dans le retrait qu'on va aller où que ce soit. Parce que de toute façon, on sera rattrapé par ces questions-là. C'était un simple rappel. D'accord. La question suivante alors. Question numéro 6. Vous associez le retour de ce qu'on appelle donc l'extrême centre, nous y arrivons, à la victoire de François Hollande, le président normal, entre guillemets, qui remporta les élections présidentielles françaises de 2012. Je vous cite. Il restaurait, François Hollande, alors, quasi formellement, un régime d'extrême centre, l'extrémisme se traduisant là par une intolérance à tout ce qui ne cadre pas avec un juste milieu arbitrairement proclamé. Donc le paragraphe 8, c'est la page 43 de l'ouvrage. La question, l'extrême centre est-il selon vous une idéologie du centre ou un mode de gestion politique, c'est-à-dire une gouvernance technocratique? Pardon pour répéter un peu ce que vous avez déjà dit, mais bon, je vais plus ou moins recouper ce que vous avez déjà formulé depuis la première partie de l'entretien. Ben, Pierre Cernat en avait parlé, mais d'autres aussi. Ça peut être les deux, et je dirais c'est nécessairement les deux pour que ça fonctionne. La notion d'extrême centre, elle a rarement été aussi relevée et commentée qu'aujourd'hui, mais elle nous précède. Elle n'a pas vraiment d'inventeur, je dirais. Moi, je me souviens d'avoir entendu au Québec, en 1988, Jacques Parizeau, qui était destiné à devenir Premier ministre du Québec, dire dans un entretien à Radio-Canada avec un journaliste connu à l'époque qui s'appelle Simon Durivage, dire que les Québécois étaient majoritairement d'extrême centre. C'est la première fois que j'ai entendu cette expression, en 1988, de la part d'un économiste qui n'était pas, comme dirait Deleuze, un créateur de concept. Non. Bon, c'est quelqu'un qui a repris ça dans l'air du temps, quoi, déjà en 1988. Donc, je veux dire, c'est pas une notion qui est. Ce qui est intéressant avec une notion comme celle-là, c'est comment on l'articule, comment on l'investit. C'est pas de chercher une étymologie ou je ne sais trop, comme un moment premier qui serait en quelque sorte prometteur de toute une série de significations à dérouler. Bon, et c'est une expression qui appelle presque mécaniquement, enfin, d'elle-même, celle d'extrême gauche et d'extrême centre, du moment qu'on comprend que l'extrémisme ne concerne pas les extrémités de l'axe gauche-droite. C'est une façon un peu naïve de penser les choses. Du moment qu'on comprend que l'extrémisme, conceptuellement, renvoie à une attitude par rapport au réel, une attitude par rapport à la diversité, une attitude par rapport à la différence, une attitude par rapport à ce à quoi on croit, hein, à savoir condamner absolument toute parole qui n'est pas la sienne et soutenir comme un fait de vérité naturelle ce en quoi on croit, c'est ça l'extrémisme qui est voisin du fanatisme, quoi. Du moment qu'on comprend ça, ben, on peut voir effectivement dans l'attitude de certaines personnes qui se présentent comme centristes, ben, des extrémistes, quoi. Des gens qui, au fond, d'abord et avant tout, s'emploient à faire passer leurs options pour des vérités contre lesquelles il n'y a pas lieu d'aller, plutôt que d'essayer de convaincre politiquement. Et donc, ce sont des vandales du débat politique, parce que plutôt que d'essayer de mettre en avant des idées, de faire valoir leur caractère souhaitable, nécessaire, démocratique, je ne sais quoi, ils s'emploient avec aussi toutes sortes de moyens insidieux. Cooptation avec des journalistes, dire capacité à placer des mots-clés dans le débat public, à pourrir, je veux dire, un espace de débat qui mériterait au contraire d'être alimenté. Le contraire de l'extrémisme, en ce qui concerne la pensée politique, et là je vais citer quelqu'un, ce serait André Malraux, par exemple. Quand on lit André Malraux, il est fascinant de voir comment André Malraux peut être gaulliste, on sait à quel point, mais tout en étant capable de parler du communisme comme quelque chose qui est une interlocution.
capable de parler de Mao Tse-tung, capable de parler, je veux dire, même du tiers-mondiste, de manière absolument pas caricaturale, comme ça a été le cas pendant des décennies, mais parler de Lénine avec une sorte de sensation de ce que peuvent être des régimes qu'il contestait pour des raisons même de droit de la personne, là, pour nous désormais évidentes. Là, hein, mais là, on avait quelqu'un qui était capable de souplesse dans la pensée, aussi parce que c'était quelqu'un qui était capable de croire en ce qu'il avançait lui. Je le donne comme exemple, il y en a pléthore quand même. Mais si vous prenez bon, le cas contraire d'Emmanuel Macron, par exemple, vous avez là au contraire un incompétent qui fonctionne par introjection, comme on dirait en psychanalyse, c'est-à-dire qu'il ingère, hein, et comme il introduit artificiellement une posture qu'il ne comprend pas, celle de Jupiter, celle du sujet transcendant, celle de celui qui voit la lumière, celle de celui qui sait. Mais comme il ne sait pas, comme il ne voit pas la lumière, comme il n'est pas transcendant et comme il n'est pas du tout Jupiter, puis il ne peut même pas faire semblant d'essayer parce qu'il est plus proche de Pompidou que de De Gaulle, mais d'un Pompidou orphelin de De Gaulle, d'un Pompidou qui serait arrivé sans De Gaulle. Donc vous voyez déjà le personnage d'un banquier. Bon, un banquier, bon, soutenu par tous ceux qui ne sont pas lui, quoi. Et qu'il est là, et il est obligé au fond d'être crispé, d'être arrogant et d'être stupide dans sa façon de camper son personnage, parce qu'il ne le comprend pas, parce qu'il n'a même pas confiance en lui. Je veux dire, je le trouve très semblable à Trump, Macron. Hein, c'est quelqu'un qui se sait tout petit, qui se sait presque illégitime. Il gagne par défaut, voilà. Bon, et il l'a eu facile quand même si son métier n'est pas facile, mais je dirais, il l'a eu facile. Bon, donc le voilà à essayer de se donner des airs comme ça, gaullistes ou napoléoniens ou je ne sais, ou mitterrandiens, mais sans du tout avoir l'ombre du début de la substance, hein, qui est requise pour essayer de camper ces personnages-là sans avoir l'air d'un buste de Daumier. Bon. Mais là, je pense que Daumier aurait eu beaucoup de plaisir avec lui. Oui, Daumier qui était le caricaturiste de Louis-Philippe, qui était connu pour avoir caricaturé Louis-Philippe sous la forme d'une poire, hein, pour ceux qui se rappellent un petit peu les caricatures du XIXe siècle. Donc bon, oui, c'est vrai que Macron joue beaucoup en fait de sa stature et ressemble à Pompidou pour ses origines bancaires, comme donc les téléspectateurs doivent le savoir, mais qui n'avait pas derrière lui un De Gaulle. En tout cas, c'est sûr. Il avait derrière lui François Hollande, qui l'a trahi d'ailleurs politiquement. Alors, la question 7. Je continue sur l'extrême centre, hein, vu que c'est évidemment le concept phare, on va dire, de cette seconde partie d'entretien. L'extrême centre accompagne le mouvement critique actuel à l'égard du clivage gauche-droite, qui sans cesse sont rejetés, comme ne faisant plus sens. Je vous cite, tant de raisons pour des têtes d'affiche de l'extrême centre de se dire de gauche et de droite font perdre au commun toute distinction fondamentale et le détour d'une axiologie capable de structurer le réel en fonction de principes cohérents. C'était paragraphe 13 de la page 59 de l'ouvrage. La question, quelle ressemblance et différence voyez-vous entre la troisième voie, qui était donc promue dans les années 90 par Anthony Giddens pour dépasser le clivage gauche-droite, prétendument, et ce que l'on appelle aujourd'hui l'extrême centre? Bon, je connais ces références. Je ne peux pas dire que je les maîtrise au point de pouvoir là, vous les débiter là, dans Anthony Giddens, par exemple. Mais là, spontanément, en mettant en avant, on va dire, les limites de mon raisonnement, parce que je n'ai pas en tête là, tous les fins arguments, mais je pense à Anthony Blair, je pense à Schröder, puis on voit ce qu'ils sont devenus. Bon, je pense à ceux qui ont incarné, disons, ce discours-là, jusqu'à Manuel Valls, peut-être plus que d'autres. Je n'en vois aucune. C'est-à-dire que la troisième voie, ça a été une façon de dire abdiquons sur tout, abdiquons sur absolument tout, et néanmoins maintenons minimalement vifs quelques signifiants qui vont nous donner accès à une clientèle électorale. Et donc, faisons de temps en temps du folklore
dire, mettons une rose sur une affiche, dire, rappelons la figure de Jaurès, je ne sais quoi encore, disons la gauche, la gauche, la gauche, la gauche, mais comme on scanderait le nom d'une équipe de football. Brandissons comme ça des oripeaux qui vont faire qu'on aura d'office 20%, 25% des voix dans des coalitions, là, ou 5%, 6% si on pense sur un mode morcelé. Puis une fois au pouvoir, on a quand même dit qu'on a évolué, qu'on n'est plus tout à fait où on était il y a 100 ans, que voilà, la modernité, enfin, que le contemporain a ses exigences, qu'on est responsable, on est au pouvoir, voilà, bon, on peut pas tout faire, voilà, il y a le réel, bon, et puis on fera exactement comme les autres. Et finalement, on illustrera bien la théorie d'Antonio Gramsci, à savoir qu'il y a un parti, au-delà des partis, qui est un parti de classe. Puis on fait partie de ce parti-là, quoi. Le parti de classe, qui est pour mener des néolibéraux, des ultralibéraux, qui vont dire, comme Lionel Jospin, des phrases fascinantes, comme l'État ne peut pas maîtriser l'économie socialiste, ou comme candidat socialiste en 2002, dire « je suis socialiste, mais mon programme n'est pas socialiste ». Bon, allez vous demander après pourquoi il a perdu. Bon, je dis, là, on entre dans des... finalement dans ce qui relève de maladresse tactique, mais de révélation fort franche, où tout est dit tout d'un coup. Bon, c'est-à-dire que tout d'un coup, on ne peut plus trop longtemps masquer le caractère ouvertement contradictoire de la position, qui est tactique sur un plan électoraliste, mais qui est vaine sur un plan politique. Et quand on poursuit dans cette voie-là, ben on sombre tout simplement dans le ridicule. Puis j'utilise le mot ridicule pas je le dis sans état d'âme. Quand je parle du ridicule, là, je le dis comme une notion. On n'a pas à s'empêcher d'utiliser des mots comme cela. Mais en parlant de François Hollande, en toute rigueur, François Hollande était ridicule lorsqu'il commettait ce qu'il appelait des synthèses. Parce que dans son ineptie, une contradiction, pour lui, il s'agissait de l'appeler synthèse pour qu'elle passe. Bon, mais il disait exactement, il disait ce qu'un certain public électoral voulait entendre, et il annonçait dans la même phrase qu'il allait faire, alors que c'était tout à fait contradictoire, et il appelait synthèse de son opération de l'esprit, puis il pensait que c'était satisfaisant. Sans doute que ça le satisfaisait même lui-même. Bon, mais il n'y a pas de c'est l'extrême centre, quoi. C'est l'extrême centre parce que pour faire tenir la contradiction, il faudra en dernière instance se montrer extrémiste. Parce qu'il faudra dire d'une manière sentencieuse, condescendante et méprisante envers ceux qui disent attention, vos prétentions n'ont pas de substance, vous ne tenez pas vos promesses, vous avez fait le discours du Bourget, mais il ne s'ensuit rien, ainsi de suite. Mais là, on sera nécessairement extrémiste en disant que ce que vous voulez, le réel est ainsi. Il ne peut y en aller autrement. On ne saurait faire autrement. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes ceci, cela, et là on parle des guerres d'étiquette. Parce qu'au fond, l'opération est viciée à l'origine, c'est pas à la fin qu'elle devient délétère, quoi. C'est qu'au début, elle est viciée. Mais vous voyez, j'en perds mon latin, là. Je veux dire, quand on se met à parler de ces gens-là, on devient pauvre soi-même. Je veux dire, quand on est à s'intéresser à des gens qu'on présente strictement comme étant ridicules, la tristesse qu'il y a, c'est que ces gens déteignent sur nous. Je veux dire, il faut vite ensuite tourner la page et s'intéresser à des choses substantielles, sinon on s'affadit avec ces gens. Oui, c'est un peu désolant. Je suis désolé d'ailleurs de vous imposer de parler de ces gens médiocres, parce que c'est vrai qu'il faut avouer que l'objectif de cet entretien avec vous était avant tout de mettre en lumière, de mettre sous les projecteurs cet extrême centre qui dit tout et rien en même temps, comme le veut son auteur, Emmanuel Macron, qui assume de dire les choses et en même temps de dire le contradictoire, exactement comme François Hollande on avait fait, fait une marque de fabrique avec ses synthèses. Donc désolé de vous imposer
Ouais, C'était ces ben, références Mossad, mais c'est important, je crois, de les mettre en lumière, de mettre un concept oui, sur oui, tout ces à fait. Il faut y stars de la consacrer un politique. certain temps, quoi. Je ne ferai peut-être pas tous des livres entiers sur ces figures, mais c'est intéressant parce que vous parlez de Macron, parce que Macron le vit autrement, lui. Ah oui. François Hollande était strictement, je veux dire, je ne sais plus quelle notion, ridicule en agissant de la sorte parce qu'il nous faisait des espèces de synthèses d'alchimistes qui convainquaient personne. Et Macron ne procède pas de la même façon. Lui, Macron, il situe le discours qui parfois va avoir une petite touche égalitariste ou démocratique, ou bon, où il va essayer de tirer le libéralisme vers quelque chose qui serait légitime. Il le situe sur un mode tellement transcendant qu'il n'y a pas de pendant pratique. Parce que comme c'est le seul registre qu'ils connaissent, en fait. Hein, c'est celui des grands principes, des grands discours, des leçons de morale. Bon, donc alors, il situe là enfin, un discours qui pourrait avoir une espèce d'exigence, hein, comme quoi cela m'oblige, j'entends, hein, je veux dire du haut comme ça de ma sagesse, je vais tenir compte de ceci, cela, mais c'est tellement, au fond, désincarné, hein, tellement il quitte le régime de la de l'action gouvernementale, quoi, quand il parle ainsi, que, qu'il peut ne rien s'en suivre. Alors, ça se passe souvent, c'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il scinde les registres. Alors que François Hollande mettait tout dans un même chapeau, puis il nous tirait de ça un animal monstrueux, quoi. Donc, si on peut résumer, on va dire, l'extrême centre rapidement, hein, pour compléter ce que vous dites, on pourrait dire que l'extrême centre, ce serait plus ou moins la contradiction dans le discours et l'extrémisme dans la pratique du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. L'extrémisme dans la pratique, on en parlait dans l'entretien précédent, l'extrême centre veut C'est dire ça. obéir à un programme, d'abord avant tout, c'est vraiment par là qu'il faut aller commencer. Je veux dire, c'est programme, je le rappelle, là, qui suppose toujours plus de bénéfices pour les entreprises, de dividendes pour les actionnaires, d'accès aux paradis fiscaux, une réduction de l'écologie politique à des politiques de verdissement ou au capitalisme vert, à la réduction de la mission sociale de l'État, hein, et à la minimisation des droits du travail. Bon, ça c'est l'extrême centre. Donc, là, ensuite, tournez ça comme vous voulez, enrobez ça comme vous voulez, dites que c'est de gauche, dites que c'est de droite, dites que c'est d'extrême droite, dites que c'est libéral ou c'est gaulliste, peu importe. L'intérêt, c'est qu'on respecte ce programme-là. Le reste n'est qu'affaire d'enrobage et de communication, hein, et présenter ce discours comme étant nécessaire, naturel, et que rien ne puisse aller la contre. Et ridiculiser tous ceux qui sont en opposition à un programme comme celui-là, comme quoi ils sont irresponsables, fous, irrationnels, anormaux, je ne sais quoi, vous dire paranoïaques. Et vous avez l'extrême centre. Donc l'extrême centre, elle est à la fois un peu idéologique, dans le sens où elle présente, hein, sa normalité comme étant naturelle, ainsi de suite. Elle lui donne comme ça un caractère historiquement nécessaire. Et en même temps, elle exerce quand même un pouvoir sur un mode programmatique qui est celui-là et dont on ne déroge jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a le réchauffement climatique, dire une épidémie mondiale, nommer n'importe quoi, tout sera bon à prendre pour favoriser l'application de ce programme. Dans la vidéo qui sera enregistrée, donc je vais indiquer aussi un de vos autres articles sur la question qui s'appelle l'extrême centre est un extrémisme. J'indiquerai aussi donc aux téléspectateurs, aux internautes, le lien de cet article qui confirme, qui consacre plus ou moins ce que vous êtes en train de dire ici. Oui. On va continuer donc sur l'extrême centre, hein. Continuons dans le labeur. Question 8. Vous affirmez que l'extrême centre justifie la violence d'État tout en se distinguant de la pulsion de mort, cité du paragraphe 15 de la page 62, pulsion de mort que vous associez quant à elle à l'extrême droite. Je vous cite. L'instauration d'une telle dialectique se révèle une aubaine pour l'extrême centre. Ces agitateurs lui permettent d'aspirer à mener exactement les mêmes politiques tout en se réclamant de ce qui lui importe le plus, ce à quoi elle carbure, à savoir la respectabilité. C'est dans le paragraphe 17 de l'ouvrage. La question, extrême droite et extrême centre, sont-ils, selon vous, les deux faces d'un même mouvement de fond qui serait ce que donc, Achille Mbembe avait nommé, baptisé la nécropolitique, c'est-à-dire le contrôle des vies et des morts au service du pouvoir?
j'aurais trouvé plus facile de répondre à la question il y a 5 ans, quand j'ai écrit ces lignes, que maintenant, que depuis l'épisode des Gilets jaunes. J'ai l'impression qu'il y a à l'œuvre 2 haines distinctes, selon qu'on est d'extrême centre ou d'extrême droite. Si on est d'extrême centre, on carbure au ressentiment. Il y a une haine qui est centrale à ce dispositif de pensée. C'est la haine c'est drôle, hein, quand on veut nommer les gens respectueusement, on se rend compte à quel point on est prisonnier de ce discours d'extrême centre qui est, lui, déshonorant et avilissant. Mais c'est la haine de ceux qui ne jouent pas le jeu. Ceux que Emmanuel Macron a présentés comme étant des gens de rien. Et je reprends des éléments que la dernière fois. Et ceux qu'il méprise, a fortiori lorsqu'il est à l'étranger, qu'il commente devant la galerie, peut-être pour l'épater, l'état de son peuple. Là aussi, il essaie de se donner des airs gauliens, mais on voit que ça ne marche pas du tout, parce que si dans les annales, on apprend que De Gaulle a pu dire que les Français étaient des veaux, ou s'il a pu avoir envers eux un rapport paternaliste, c'est qu'il avait aussi une posture historique pour se l'autoriser, et encore, je veux dire, c'est Stéphane Zagdanski qui a fait un roman pour le déconstruire, quoi. Bon, mais on pouvait au moins, je veux dire, comprendre qu'ils se prennent au sérieux, mais bon, voir Macron faire la même chose, c'est strictement pathétique. Mais revenons à l'enjeu. Il y a dans le régime d'extrême centre, un impératif qui est celui de la joie. Il faut être joyeux. Hein. D'une manière là aussi très sentencieuse, Emmanuel Macron reprend ses partisans dans des contextes électoraux en disant ici on ne siffle pas. On est comme à la télé, on fait applaudir, on applaudit, tout le monde applaudit, on applaudit les perdants, on applaudit ceux qui participent, on applaudit tout le monde, on ne siffle pas, on est joyeux, on croit. Et l'image qui est donnée, c'est l'image très publicitaire, très proche au fond du management contemporain, qui est celui de l'enthousiasme, de la joie, de la croyance, de l'engouement, et de la loyauté et même du sentiment d'être choyé. On est choyé d'être là. Donc, et en même temps qu'il puisse s'agir de sentiments nobles qui nous édifient, on se sert dans un deuxième temps de cet impératif moral et psychologique pour mépriser tout ce qui, tous ceux qui gâchent la fête. Hein, tous ceux qui sont tristes, qui critiquent, qui râlent, qui sont jamais contents. Enfin, c'est comme ça qu'on les présente. Hein, donc, au fond, emboîter le pas, rentrer dans les rangs, et festoyer la chance que vous avez d'être exploité comme partenaire d'entreprises comme Uber, dont Emmanuel Macron a été ni plus ni moins qu'un lobbyiste alors qu'il était ministre de l'économie. Hein, donc, et ceux qui critiquent, dans un jeu d'étiquetage propre à l'extrême droite, dénoncez-les comme des gens perdants, des gens moralement attaquables parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont bons, et dénoncez-les en tant qu'ils ne participent pas au jeu. Donc là, il y a une haine, ou en tous les cas, une discrimination sur la base d'une réduction psychologique à des positions politiques. Parce qu'évidemment, ce régime-là qu'on instaure, il est inégalitaire et il est destructeur sur le plan des acquis sociaux, des droits. Bon. L'extrême droite, elle, ça c'est plus connu, là, je ne vais rien dire de nouveau. L'extrême droite, elle, carbure à la haine, mais sur le plan d'une altérité ethnique, raciale, d'une manière cependant de plus en plus brouillée, hein, parce qu'on voit qu'on peut être musulman, arabe ou juif et se présenter comme étant une figure autorisée de l'extrême droite. C'est étrange, mais en maquillant, en
travestissant beaucoup de choses, quoi, pour quand même se caler sur une position qui sera celle d'une haine de l'autre présentée comme responsable de tout ce qui corrompt, gangrène, contamine un corps national, par ailleurs, lui, sain. Vous avez un corps sain qui est le corps national, et vous avez tout ce qui vient le corrompre, le détourner, le contaminer. Bon, il faut, enfin, d'une manière médicale, assainir ce corps-là pour s'assurer qu'il reste en santé en chassant tout ce qui peut lui nuire. Et ça, sur un plan intérieur, ça peut aller jusqu'à certains positionnements politiques, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes de cette élite voilà, corruptible, décadente, ben là, vous pourrez aussi être l'objet de pratiques qui consistent à vous chasser. Donc, ce que je trouve dommage, moi, c'est que l'extrême centre est échoué. Ben, je ne trouve pas dommage que l'extrême centre ait échoué, mais ayant échoué, l'extrême centre a créé une nouvelle polarité entre deux formes de haine. Une haine de type social, puis une haine de type ethnique, national. Bon, et c'est rendu ça la polarité politique. La polarité politique se situe désormais là. Alors que jadis, l'axe gauche-droite a été finalement assez dissous. Sur un plan traditionnel, l'axe gauche-droite a été dissous au profit d'une nouvelle dualité politique entre une haine sociale et une haine nationale. Et on enferme les discours, les propositions dans ce rapport-là. Avant qu'on entre dans le cercle de la raison, là, à savoir que le PS et l'UMP devaient se partager pour l'éternité le pouvoir en ayant la même politique, mais seulement en changeant les visages, on espérait que l'extrême centre monopolise le pouvoir en ayant un seul parti au sens gramscien, qui était un parti d'une élite plutôt bourgeoise. On pourrait dire sur un mode intersectionnel, masculine, blanche, urbaine, voilà, capitaliste. Bon, il y avait quelque chose d'assez clair. On espérait que, au fond, le fusible électoral suffise à faire en sorte que le parti maintienne son hégémonie. Ça marche, sauf que ça marche à moitié, parce que l'opposition, elle n'est plus interne, elle devient un petit peu externe, parce que là, on est obligé de composer avec une frange, qui est une frange d'extrême droite, qu'on a tellement nourrie à des fins électoralistes et arithmétiques qu'on a fini par rendre réellement menaçante, avec aujourd'hui presque 90 députés dans une assemblée qui en compte 500 et quelques. Donc, c'est quand même tout un rapport. Et alors que, au départ, je ne sais pas si cette polarité-là était voulue, mais en tout cas, elle est très dangereuse. Je pense qu'elle était entretenue, mais en espérant toujours, au fond, la tempérer, la maîtriser, et là, on ne maîtrise plus le monstre qu'on a alimenté. Donc, l'extrême centre, aujourd'hui, a une opposition qui n'est plus interne, mais qui est surtout externe, quoi. C'est-à-dire qui est l'extrême droite. Le capitalisme préfère l'extrême droite à une gauche modérée, hein, et on le voit dans le débat parlementaire en France très clairement, c'est-à-dire qu'il y a une alliance de fait qui se fait entre l'extrême centre et l'extrême droite beaucoup plus aisément sur mille et un sujets qu'entre l'extrême centre et une gauche qui me semble, moi, tout simplement modérée. Hein, on est allergique à tout ce qui peut nuire au programme de l'extrême centre que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui concerne le capital. Donc, on préfère encore les racistes, parce que bon, mais cette nouvelle polarité-là, c'est ce que dans cet extrait que vous citez, ce que j'ai voulu esquisser, quoi. C'est l'idée que l'extrême centre a voulu monopoliser le débat politique en ayant au fond des sous-représentants qui se querellent. Hein, un peu comme on nous demande de choisir entre Pepsi ou Coca-Cola ou entre DC ou Marvel, en sachant qu'à la fin, on aura quand même la même camelote. Moi, c'était un petit peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'on avait au fond des étiquettes électorales qui nous vendaient le même produit. Bon, et l'idée, c'était de passer de l'une à l'autre en gagnant du temps, tout le temps. Là, je crois que cette polarité de l'extrême droite, qui est peut-être voulu par certains, qui est peut-être ceux qui jouent au plus fin, là, reste néanmoins une façon de jouer avec le feu, parce que là, on a une nouvelle polarité qui est plus semblable à celle qu'on avait traditionnellement. Tellement qu'aujourd'hui,
le fameux plafond de verre dont on parlait pour l'extrême droite, aujourd'hui, bon, relève se révèle une notion qui convient plutôt à décrire ce qui se passe à gauche. Parce que c'est la gauche qui semble aujourd'hui avoir un plafond de verre, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression, j'espère me tromper, mais sur un plan électoral, que les résultats auxquels on a assisté lors des derniers tours électoraux en France constituent pour l'instant un maximum, quoi. C'est triste, hein, d'en arriver là, mais ça, c'est comme si quand on s'unit, puis à bout de force, comme ça, on arrive à quelque chose, c'est ça, quoi. Bon, je commence à ressembler à un commentateur qui fait du remplissage, là, mais bon, c'est là que je situerais l'enjeu. Donc, pour résumer, ce serait plus ou moins en fait la notion de haine qui serait centrale dans l'extrême centre et l'extrême gauche, de l'extrême droite, pardon. Et je crois que ça reprend plus ou moins une distinction qui était faite par ailleurs entre ceux qui disent que l'extrême droite serait une haine de race, alors que l'extrême centre serait une haine de classe, plus ou moins. Donc, je crois que ça rejoint bien ce que vous disiez sur les riens, enfin ceux qui ne sont rien pour c'est ce que je dis aujourd'hui, mais à l'époque, je disais autre chose, hein, quand j'ai écrit ces lignes. À l'époque, ce que je disais pour aller très très vite, c'est que d'une part, en me référant à Saskia Sassen, c'était de dire que l'État a toujours été violent, il n'y a pas eu de contrat social sur le mode du conte philosophique où tous les sujets d'une collectivité se sont assis autour d'une table pour établir un contrat. Ça n'a jamais eu lieu, évidemment, que l'État est violent. Il est violent, il nous demande, au fond, de le reconnaître, le fusil sur la tempe. Effectivement, bon, ça se fait violemment, mais dans un deuxième temps, c'est par son rapport à l'État que les prolétaires acquièrent des gains. Des congés payés, l'accès à l'éducation, je ne sais trop quoi, je veux dire, la sécurité au travail, le droit à la syndicalisation, ainsi de suite. Donc il y a un rapport paradoxal à l'État, parce que l'État, il est violent, hein, bon, envers les paysans, envers les ouvriers, envers les femmes, envers les immigrants, envers toutes sortes de groupes comme ça qu'on peut identifier sociologiquement. Hein, et en même temps, il est ce par quoi on finit par obtenir des gains sociaux dans l'histoire. Si on est social-démocrate, ce qu'on n'est pas obligé d'être. Bon, mais ça, c'est une lecture parmi d'autres. Par ailleurs, l'extrême droite, elle est en quelque sorte nostalgique d'un retour à la brutalité. Bon, et ce que j'en étais à dire à cette époque-là, c'est qu'au fond, l'axe gauche-droite aujourd'hui, il est remplacé par un axe d'extrême-centre qui suppose quand même une sorte d'ouverture sociologique quant à des groupes sociaux particuliers, à des accommodements, quoi, c'est comme ça qu'on les appelle. Bon, tandis que la droite, l'extrême droite, elle, est pour un retour à la violence brutale de l'État, sa violence d'origine. Bon, c'était plutôt ça que j'essayais de dire à l'époque. Mais je crois aujourd'hui que le macronisme nous a montré que l'extrême centre, sur le plan de l'appartenance de classe, peut être extrêmement brutal. Et je pourrais signaler aussi à titre d'exemple, rappeler ce dont nous parlions la dernière fois, à savoir que ce président-là est allé dire des citoyens qui n'acceptaient pas de se faire vacciner, alors que le droit à la vaccination doit faire l'objet, est encadré par un droit qui est celui du consentement libre et éclairé, que ces citoyens-là n'en étaient plus. Et venant moi, je n'ai jamais entendu dans un régime qui se veut un régime de droit, aucun chef d'État parler de la sorte. Ça m'étonne qu'on n'en fasse pas plus cas. C'est-à-dire qu'on en parle 2 jours et on passe au sujet suivant. Ça m'étonne. C'est vraiment perturbant. Il y a une opposition, du moins interne en France, sur ces questions, du moins une opposition dans les rues, par exemple, à cette politique du pass sanitaire. Et c'est vrai que c'est au nom du sacro-saint principe de la vie, de la défense de la vie, que l'on a fini par accepter dans l'opinion publique la politique de discrimination, on va dire, de ségrégation entre ceux qui voulaient le vaccin et ceux qui ne voulaient pas, c'est vrai. Donc c'est au nom de la vie que cet extrême centre, en fait, utilise un discours de haine, on va dire. Donc, juste pour ajouter 2 petites références que je voudrais glisser ici pour compléter ce que vous dites, sur la question de cet extrême centre qui incarne sur la joie, ou du moins la dictature de la joie, je voudrais juste citer rapidement un philosophe français qui, à mon avis, est injustement méconnu, on va dire, qui s'appelle Philippe Muret, qui est mort malheureusement, Philippe Muret, et qui avait donc parlé d'un certain Homo Festibus qu'il avait considéré comme l'homme qui doit absolument être heureux de sa vie, qui doit ne jamais se plaindre. Et il disait que c'est une sorte de... il faisait en fait un rebond sur Freud en disant que c'était quasiment en fait l'envie de pénaliser les gens en fait qui était derrière cette dénonciation de tous les gens qui sont tristes, qui sont rabat-joie, qui n'aiment pas sortir absolument dans des groupes
de 5000 personnes pour fêter un même chanteur médiocre, on va dire. Donc c'était Philippe Murray, ça m'intéresse Oui, beaucoup. tout à Et fait, deuxième je vous référence, suis. Je vous suis deuxième dans le raisonnement. référence, il y a 20 ans déjà, non, il y a 25 ans déjà, un groupe de rock punk, de punk rock d'origine anglaise qui s'appelle Killing Joke avait fait un album où il y avait un morceau phare qui s'appelle Democracy. Et dans ces clips que j'ai bien marqué, en 95, ça remonte déjà, il montrait en fait une opposition électorale entre deux personnages politiques, Smith et Jones. Ils étaient tous les deux bedonnants, bien blancs, en fait, la classe WASP, on va dire, et ils représentaient le pluralisme politique. Donc c'était vraiment intéressant de voir à quel point l'extrême centre tel qu'on le voit aujourd'hui avec des Olivier Véran ou Macron, et puis avant lui déjà, hein, Tony Blair, on peut dire, incarnait déjà ce que le génial, pour moi, chanteur Jess Coleman avait déjà préfiguré en 1995 à travers le faux pluralisme politique. Jess Coleman, qui d'ailleurs a quitté l'Angleterre et est parti vivre en Nouvelle-Zélande par protestation contre la collaboration de l'Angleterre, du Royaume-Uni à l'invasion de l'Irak par Bush. Voilà, c'était juste une petite référence à ce Killing Joke. Donc, qui résumait bien, à mon avis, une critique à travers la musique de l'extrême centre, justement. Pardon pour l'incise. La question 9 maintenant, avant-dernière question. Vous expliquez encore une fois que l'extrême centre se nourrit de ce qu'il prétend combattre en retour, à savoir la médiocrité, on y arrive, associée aux théories du complot, amplifiée par les populismes qu'il est censé combattre et instituée sous la forme de ce que vous appelez la médiocratie, on l'a déjà vu jusqu'à maintenant, et que les auteurs que vous citez dans le livre, Mats Alvesson et André Spicer, ont qualifié de stupidité fonctionnelle. Je vous cite. C'est la banalité du mal faite science. Car il faut châtrer la curiosité en milieu professionnel, ne plus chercher à comprendre, mais borner sa pensée aux sentiers établis et battus par l'institution pour s'assurer de fonctionner selon ses modes. C'est dans le paragraphe 22, page 83. Ma question qui est posée, en fait, qui se compose de deux sous-questions. Hein. La médiocratie serait-elle le bras droit de l'extrême centre, dont le bras gauche serait devenu une certaine sociologie, je ne veux pas accuser tous les sociologues, hein, mais dont le but serait de décrire les faits sociaux plutôt que de les comprendre en vue de les juger. Et seconde partie de la sous-question, ne serait-elle pas, donc, cette médiocratie, la version néolibérale de ce que le philosophe et logicien russe Alexander Zinoviev décrivait comme l'archétype de ce qu'il appelait l'homo soviéticus, c'est-à-dire l'homme ivanien, qui n'est ni positif ni négatif, mais simplement médiocre. Il avait inventé cet homme ivanien dans son roman Les hauteurs béantes. Question un peu longue, hein, pardon. Oui, ouais, c'est passionnant. Partons d'une observation faite par Jacques Rancière. Il insistait beaucoup sur le rapport au langage, que peut avoir le pouvoir par rapport au prolétariat, à savoir qu'on veut bien que le prolétariat comprenne les ordres, mais on ne veut pas qu'il ait un niveau de compréhension ou de langage nécessaires pour les remettre en question, quoi, pour questionner l'ordre. Bon, dans le mot ordre là, pouvant s'ouvrir à sa polysémie. Où on veut convaincre le prolétaire qu'il en est incapable si tel n'est pas le cas, où on veut le priver des ressources qui pourraient être les siennes pour que cette expression-là s'entende, quoi. Bon, ainsi de suite. Et donc la stupidité qui est prescrite dans une organisation de pouvoir consiste simplement à, je ne vais rien dire d'original, mais à rendre fonctionnels des gens qui doivent penser mais pas trop, parler mais pas trop. Puis quand je dis pas trop, c'est pas sur le mode nécessairement de l'autocensure ou du refoulement, mais idéalement, ce serait sur le mode de formatage, quoi. C'est d'arriver à un sujet qui soit strictement fonctionnel, quoi, et qui finalement adhère aux théories de l'entreprise. Ou encore mieux, comme très souvent, bon, il y a David Graeber qui en parlait aussi un petit peu de ça. Encore mieux, qu'il soit capable de deviner ce que le capitaliste attend de lui sans que lui-même n'ait vraiment élaboré les modalités pour ce faire.
C'est-à-dire qu'on donne, genre, je me répète là aussi, mais on se donne des cibles, voilà, puis on laisse au fond un personnel à lui-même avec des cibles, des objectifs, voilà, des standards, et c'est à lui de se dépatouiller, quoi, pour arriver à ces cibles-là sans nécessairement qu'on lui explique comment procéder, parce qu'on ne veut pas en prendre la responsabilité, tout simplement. On ne veut pas avoir un personnel qui vient nous dire, ben, c'est vous qui nous dites de procéder ainsi, c'est vos méthodes, ainsi de suite. Ou bien on inflige des modalités de travail qui sont tellement absurdes qu'on force le personnel finalement à ne pas suivre les règles, mais du moment que cela devient pratique, ben, on peut lui reprocher de ne pas avoir suivi les règles, quoi. Bon. Il y a toute une série de tactiques comme ça assez perverses, quoi, qui prévalent dans le monde de l'entreprise ou des organisations, même publiques, pour créer enfin, un sujet idiotifié. Mais cela dit, je n'ai pas voulu hiérarchiser les 4 notions qui me permettent aujourd'hui, les 4 ou 5 notions qui me permettent aujourd'hui de circonscrire ce que j'essaie de nommer là, au titre de l'esprit d'un temps. Hein, c'est-à-dire que du point de vue de la politique, on a bien évidemment l'extrême centre là, qui permet d'aborder l'enjeu du temps. Sur le plan des modalités, il y a la question de la médiocratie. Bon, modalité organisationnelle, sur le plan de la théorie et la gouvernance, et sur le plan de la morale, il y a cette espèce de binôme là, qui est la gauche cannibale et la droite vandale. Bon, et c'est par ces 4 entrées que j'essaie de cerner un même problème, mais sans hiérarchiser. Quoi. Je ne dirais pas que qu'il y a un bras droit quoi, dans l'affaire, quoi, ou qu'il y a une... dire, ce sont des modalités qui coexistent et qui permettent, au fond, de générer une version du capitalisme qui ne dit plus son nom, surtout pas, et qui a compris qu'il ne s'agit plus d'avancer une idéologie désormais, mais de dissimuler les idéologies dans des termes vagues que les scientifiques aujourd'hui reprennent, dans des termes vagues à souhait, qui ne permettent pas d'avoir de prise critique sur le réel. Donc on laisse au fond les mots au fond on laisse aux mots leur statut de passe-partout pour qu'ils puissent tout dire, rien dire, laisser rêvasser sans jamais tenir des promesses quand il s'agit de celles qui s'éloignent du programme, quoi. C'était donc la question 9 et maintenant la question finale. Alors, votre réflexion générale se termine par un mot d'ordre face au fatalisme de masse. Je vous cite. Il faut cesser de s'indigner et passer à la question suivante. Travailler sans fin à une synthèse des causes valables, s'organiser au-delà des esprits de chapelle et des replis sectaires, moquer l'idéologie, réduire à des objets de la pensée les termes que la propagande cherche à inscrire au siège de la subjectivité, transcender les modalités d'organisation hégémonique et s'essayer à des formes instituées qui nous ressemblent, radicalisez-vous. Voilà le mot d'ordre final donc du paragraphe 24. La question finale également, peut-on espérer le retour à des principes politiques directeurs, une axiologie des principes cohérents, comme vous le disiez plus tôt, face à 3 des symptômes de notre temps, ou du moins ce que je vous propose, moi ici, comme 3 des symptômes de notre temps, à savoir la société liquide, pour reprendre Zygmunt Bauman, selon lequel tout se vaut, tout va, tout vient, l'individualisme, où chacun fait valoir ses droits contre ceux des autres, et puis ce que j'ose appeler ici la thanatophobie, qui serait plus ou moins la peur de la mort pour justifier la servitude face au pouvoir en place. Moi, je parle sur un plan un peu personnel, j'ai jamais été très bon pour être encourageant, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Puis je remarque même, je veux dire, ce à quoi les gens ineptes réduisent Marx souvent le communisme. Les gens qui ne connaissent pas Marx et qui en parlent et qui le voient comme un communiste ne se rendent même pas compte à quel point ces envolées communistes étaient souvent le dernier paragraphe de texte qui n'avait rien à voir avec ce propos-là. Il était plutôt dans une analyse critique d'un régime puis de textes qui le justifiaient que dans une sorte d'appel à la révolution qui peut, ça et là, avoir faire l'objet d'élan romantique, mais bon, c'était pas du tout son objet, bon, clairement. Bon, c'est un peu la même chose. Dans la médiocratie, je me suis plutôt attaqué
l'injonction qui est faite aux auteurs d'être encourageants. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences dans une période de ma vie où je me faisais insulter parce que j'étais trop déprimant par le public. Bon. Et puis, systématiquement, on posait la question, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ou plus souvent encore, qu'est-ce que je peux faire, moi, petite chose, qui suis enfermé dans son demi-sous-sol à manger des pizzas surgelées en regardant TF1. Bon, et puis j'étais surpris de voir à quel point le sujet contemporain a tendance à se déprécier lui-même, d'une part, d'autre part, parce qu'il se voit comme un individu. C'était dans la question continuellement. Qu'est-ce que je peux faire, moi, petit individu? Je répète toujours la même chose. Du moment que vous voyez comme un individu, vous ne pouvez rien faire. Mais le problème, c'est de se voir comme un individu. Bon, et de se convaincre que c'est ce qu'on est, quoi. Bon, en même temps, il y a Gunther Anders nous montre qu'il y a une réalité à ça. C'est que si on éteint son téléviseur, ou aujourd'hui, ce serait plutôt l'écran d'ordinateur, pour sortir dans la rue et faire des choses, on se rend compte qu'effectivement, on est dans un peuple d'ermites de masse où tout le monde vit la massification sur un mode individualisé et atomisé devant son écran, quoi. Donc, c'est une vraie réalité aussi. Mais bon, cette façon de poser le problème était avilissante sans qu'on mesure la gravité de la chose. Donc, j'ai plutôt critiqué cette attitude-là en indiquant que ça a fini par être déprimant, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup d'interventions au mépris de ma santé, ma carrière, tout ça, mais ça, on s'en fiche. Mais simplement pour espérer, générer du mouvement en ajoutant ma petite pierre, comme d'autres, quoi. Bon. Et finalement, le public qu'il s'agissait de mobiliser. Bon, et déjà, ceux qui étaient là, c'était parmi les plus allumés, parce qu'aller de soi-même dans une soirée où on est 30, 40, 50 à écouter un type parler, c'est quand même déjà assez singulier, quoi, par rapport aux pratiques de l'ensemble. C'était déprimant, parce qu'on était face à des gens qui s'auto-déprimaient, quoi, plutôt que de se galvaniser, quoi, ou se mobiliser. Bon. Et il y a au moins un symptôme de cet état d'esprit-là qui est apparu clairement, c'est l'intérêt qu'on a avoué à la phrase l'appel de Stéphane Hessel, indignez-vous. Vous me reprendrez là si je me répète, là, peut-être que je me répète par rapport à la dernière discussion, mais C'est bien ça, oui. Ouais, juste en une phrase, dire s'indigner est un moment initial, mais si on s'y arrête, on est dans une sorte de perversion. Parce qu'il ne saurait-il s'agir d'une position de confort. Bon, et s'indigner, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est tout à fait nécessaire et légitime, prendre en compte ses affects. Mais quant à une situation, mais pour s'enquérir des raisons de cet affect. Bon, là, c'est la rationalité, je crois que je me répète. Mais c'est la question qui m'amène à ce point-là, c'est que on a eu un spectacle de l'indignation de part et d'autre pendant quelques années, quoi, tous jouant à être plus indignés les uns que les autres sur des sujets divers et variés, comme si c'était en soi un point d'orgueil. Mais l'enjeu ensuite, c'est de réfléchir politiquement aux raisons de l'indignation. C'est ce que j'ai voulu décliner dans ce passage-là. Maintenant, quant à vos derniers points, il est pas difficile d'invoquer mille et une raisons qui font il y a de quoi être pessimiste. Ça aussi, ça renvoie à des considérations dans la médiocratie, mais on peut assez aisément, on me l'a fait très souvent, opposer des raisons d'être pessimiste qui font que toute personne qui a un discours un discours, disons, j'ose pas dire engagé, c'est trop connoté, mais un discours vif et vivant sur ces questions-là, passe pour naïf. Bon, c'est facile de faire passer pour naïf quelqu'un qui a une sorte de rapport frontal aux politiques, puis un rapport aussi d'activité. Rapport actif, intense, et puis volontaire. Cela dit, au-delà de ces raisons-là, effectivement, la société est complètement liquide, l'individualisme a triomphé, on est incapable de se mesurer à quelques défis sans avoir que des garanties. Tout de suite, je tente à me répondre aussi que
l'important est de transcender optimisme et pessimisme. Peut-être que là aussi, je me répète, mais c'est très important à titre de conclusion, là. Et que ces deux notions-là, cette dualité entre optimisme et pessimisme, doit être transcendée si on veut s'affranchir des contraintes aliénantes du temps. Parce que si on est pessimiste, on ne fait rien, et si on est optimiste, on ne fait rien non plus, parce qu'être optimiste, au fond, c'est chercher à avoir des garanties sur la pertinence pratique de ce que l'on engage. C'est très comptable comme attitude, être optimiste. Je suis optimiste, ça veut dire que j'ai des raisons de penser que je n'agis pas pour rien. Et c'est très comptable. Et je pense que l'intérêt à ce stade, c'est d'agir intellectuellement, politiquement, sur un plan pratique, sur un plan social et sociétal, agir en continuant d'être réfléchi, bon, pas se nuire à soi-même, ce qui est malheureusement beaucoup le cas avec la gauche cannibale, mais en continuant d'agir de manière réfléchie, le plus ajusté possible, la manière la plus adéquate possible, pour espérer gagner du temps dans une histoire où 4 types de souveraineté se confrontent. Une souveraineté d'État qui est soit répressive, soit stérile en ce qui concerne sa mission sociale, mais qui reste bel et bien vérifiable. Il y a encore une souveraineté d'État. L'État est capable de nous envoyer les flics, capable de nous empêcher de fumer dans les lieux publics, capable de revoir les régimes de retraite. Bon, l'État a une souveraineté encore. Une souveraineté criminelle qui trouve ses assises beaucoup dans les paradis fiscaux ou dans différentes mafias, qui est un réel pouvoir. Il y a un pouvoir criminel qui pèse énormément. Je veux dire, si aujourd'hui on en faisait le compte, il faudrait inviter les cartels au G20, tellement les capitaux brassés par ces pouvoirs interlopes est considérable. Il y a enfin le pouvoir du peuple qui descend dans la rue. Le peuple qui râle, le peuple qui est mécontent, le peuple qui fait des grèves, le peuple qui saccage tout, les gilets jaunes, c'est le peuple. C'est un pouvoir qui est épisodique, qui n'est pas toujours structuré, qui se délite, quoi. Mais c'est une souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté étant, j'aurais dû commencer par là, la capacité à peser dans l'histoire, à modifier le cours historique des choses. Bon, et il y a un quatrième pouvoir, une quatrième souveraineté qui est plus proche de celle dont parle Georges Bataille, qui est la souveraineté témoignant du rapport entre les trois premières. C'est-à-dire que ces trois souverainetés-là sont en interaction continuelle et il s'ensuit une sorte de chimie qui fait qu'on ne sait pas quel sera le dénouement de ces rapports. Ce dénouement-là est lui-même souverain, personne ne peut le prévoir. Personne ne peut se dire que ça ne sert à rien d'agir d'une façon X ou Y quand c'est ambitieux, quand c'est exigeant. Personne non plus ne peut garantir que ça sert à quelque chose. Et qu'on ne se fourvoiera pas. Il y a quelque chose de souverain là à l'acte historique et politique lui-même, qui est dans un rapport entre trois types de souveraineté partielle. Bon, et c'est cette quatrième souveraineté, moi, qui m'intéresse le plus. C'est cette espèce de souveraineté qui est la souveraineté du sort. De la même manière que Georges Bataille va associer la souveraineté au fait de rire ou au fait de jouir ou au fait de s'épanouir ou de laisser les choses interagir. Quoi. Bon, il y a cette souveraineté de l'histoire qui continue de peser, la force des choses. On parlait Saint-Just ou Hannah Arendt plus tard. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'y a rien n'est joué d'avance, peu importe qui sont les puissances face à soi. Oui, c'est un pouvoir transcendant qui peut-être, justement, parce qu'il est transcendant, nous dépasse, ou dépasse notre compréhension, peut-être, mais bon. On peut dire que ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est lire un peu plus. Commencer à lire, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas encore cet ouvrage de 2016, pour essayer de sortir de la médiocrité. Je ne prétends pas être en dehors de cette médiocrité, personnellement, mais j'essaie en tout cas de m'en sortir par tous les moyens. J'espère en tout cas qu'on le fera ensemble. Merci énormément, encore une fois, Alain Donneau, pour avoir accepté cet entretien. Je me permets ici d'indiquer encore une fois 2 petites références rapides sur l'extrême centre. Donc, extrême ni droite ni gauche, réponse d'un philosophe. C'était une vidéo, une interview en fait, qui était enregistrée ici sur YouTube. Et puis, encore une fois, sur le concept d'extrême centre, avec Pierre Serna, cette fois, qui est historien, un Français, qui avait aussi, lui, à sa manière, développé en fait une thèse de l'extrême centre du point de vue d'un historien, plus que du philosophe Alain Donneau, qui est aussi ici en vidéo disponible sur YouTube, diffusé par le site Le Média.
Et donc, ce sont 2 travaux qui ont essayé de creuser un petit peu plus avec nous, de la même manière que nous-mêmes ici, le concept d'extrême centre. Voilà. Donc, pour indiquer une dernière référence, je précise donc que le numéro spécial 58 du Philosophoire, revue française de philosophie, sera consacré au clivage gauche-droite, et dont l'entretien d'ouverture sera avec Marcel Gaucher, avec lequel donc, je m'entretiendrai autour de questions et de son ouvrage Droite et gauche, Histoire et destin, qui, par-ci par-là, reprend aussi des thèses qui ont été développées ici par Alain Denon. Voilà. Merci énormément, Alain Denon, encore une fois, d'avoir accepté de vous prêter à ce jeu, et en espérant que donc on verra d'autres travaux, non pas autour de l'extrême centre, parce qu'on éviter c'est trop de la médiocrité, mais bon, j'espère en tout cas que ce travail permettra de clarifier, du moins de voir à quel point le clivage gauche-droite est aussi indépassable que aliénant. Donc, en espérant que ces travaux continueront avec vous et au-delà de votre cas particulier. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et à bientôt. C'était un plaisir. Merci. Partagez. Merci.